Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Fly Podcast Fly. 2 matchs, 2 victoires, 2 fois plus de bonheur et évidemment 2 excellents chroniqueurs pour m'accompagner. Je commence avec François. Salut François, Eagles FR, tout ça. Comment vas-tu ? Salut Victor, écoute, ça va très très bien avec une fiche à 6-2, c'est la meilleure manière d'être de bonne humeur. Et on a le monsieur qui est en train de se préparer son repas en même temps qu'il fait le podcast parce que c'est un homme polyvalent, un homme versatile comme diraient les Américains, même si en français ça veut dire totalement autre chose. Grégory Echer, bonjour à toi. C'est totalement autre chose. Bonjour Victor, bonjour François, bonjour la France des Eagles qui gagne. Road to Super Bowl, plus que jamais. Je vous l'avais annoncé à 2-2. Je peux vous l'annoncer à 6-2. Je salue François qui voulait virer Nick Sirianni. Bonjour la France. Si on faisait 1-3, et donc... Oui, le seul qui est versatile dans ce podcast, c'est Loïc, mais il n'est pas là. Mais là, Loïc vit des drames très durs avec les Cowboys, donc on peut lui... Je veux pas non plus, voilà. Il est malheureux et il ne faut pas frapper un homme à terre. Ah non, mais surtout que il lui, pas être sur la preview. On a gagné les matchs et il était en mode non, mais ça va pas, je sais pas ce qu'il faut. Bon, bref. Les Bengals, on les a défoncés. Première mi-temps, on est mené 7-0, on met du temps à revenir. On va jusqu'à 17-17 pour finalement dérouler en fin de match, mettre un 20-0 et gagner ce match 37-17 assez facilement. Le match face aux Jaguars, on mène 22-0, tout va bien. Les Jaguars reviennent à 22-8, puis à 22-16 sur un fumble totalement ridicule. On y reviendra, mais alors vraiment un arbitrage catastrophique. On se fait peur en fin de match puisqu'on mène, on remet un touchdown, ils remettent un touchdown, il y a 28-23, ils récupèrent le ballon à la fin et Nakobe Dean intercepte le ballon pour nous donner la victoire. On a failli avoir un Falcon bis. Mais finalement, cette fois-ci, on s'en sort. On va parler de l'attaque pour commencer. C'est forcément plus positif, François. Jalen Hurts, depuis la bye, c'est plus de milliards. C'est 12 touchdowns, 0 turnover. On a tapé, et à raison, sur Jalen Hurts en début de saison, sur ces turnovers à répétition et sur ce besoin d'être plus propre dans son jeu. Depuis 4 matchs, ces 4 dernières victoires, là, on a un Jalen Hurts. Alors, tout n'est pas parfait. Parfois, ça garde un peu trop le ballon. Tout ça. Personne n'est parfait. Mais alors, le niveau de Jalen Hurts, c'est le niveau de 2022. Là. Alors, ce qui est intéressant, d'abord, c'est que c'était un match super fun et que l'ambiance à Cincinnati était dingue. Je l'ai partagé sur Twitter, mais pour ceux qui ne suivraient pas, c'est un beau stade à l'ancienne. Certains diront que c'est vieux, mais moi j'adore ces stades où on est proche du terrain. Les fans des Bengals sont très fun. On s'est charrié pendant tout le match. Il y avait beaucoup de fans des Eagles, mais ils ne nous laissaient pas un instant pour tenter de faire du bruit. Et ça fait plaisir d'être dans ces super ambiances de NFL. Et donc, pour avoir vu Hurts de près, le début du match n'était quand même pas folichon en termes de précision contre les Bengals. Mais ce qui est impressionnant, c'est comment il s'est recalé. Et on en parlait dans les derniers podcasts. Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'en remettant le jeu de course comme élément central de notre jeu, ça a vraiment à la fois relâché de la pression directe et je pense relâcher de la pression indirecte. Donc je pense qu'il y a eu un gros travail sur la bye week pour se concentrer en disant on fait ce qu'on sait faire. C'est d'abord le run, c'est la ligne offensive, c'est Barkley. Et Hurts, comme ça, tu vas pouvoir te concentrer sur ce que tu sais faire et pas forcer. Et donc, on voit qu'il y a des choses qui laissent passer. Peut-être qu'il ne devrait pas, mais c'est pas grave parce qu'on n'a pas besoin de ça. Parce que le reste de l'attaque fonctionne. Et ouais, en fait, on est en train de retrouver le Hurts de 2022, qui est celui qui ne fait pas d'erreur, qui est celui qui sait complémenter le jeu de passe. Enfin, là, on va parler aussi du match contre les Jaguars. Moi, je ne l'ai jamais vu aussi rapide. Grégory, tu faisais le commentaire en début de saison à quel point il était lent. Ces dernières semaines, on disait qu'il était plus rapide. Mais là, il a tapé des accélérations. Là, on a retrouvé le Hurts de 2022. Et ça, c'est quand même un élément. On sait qu'il peut être très bon passeur
Et je veux dire, les deux passes de touchdown pour Devonta Smith, Bengals et Jaguars, les deux sont dingues sur Devonta Smith et les deux sont dingues de la part de Jalen Hurts parce qu'il la place à un endroit où Devonta Smith peut encore faire la réception. C'est des passes en fond de end zone, mais elles sont parfaitement placées pour que Devonta Smith fasse le check et le catch. Et ce que je trouve génial, c'est que ces passes-là, honnêtement, sur les 4 premières semaines de la saison, il ne les faisait pas. Et là, on les voit régulièrement. On voit qu'il ne force plus les erreurs. Et ça, c'est super encourageant pour la suite de la saison. Grégory, François l'a bien dit, on a vraiment l'impression de retrouver cette attaque de 2022. Le sol, alors le sol, ça peut être par le coureur, par le quarterback, etc. On a la chance, on va y venir, d'avoir Saquon Barkley en coureur et puis Mike Sanders. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que on a retrouvé la recette, c'est celle de 2022, c'est-à-dire du jeu au sol et pas de perte de balle. Et bizarrement, ça gagne des matchs. Mais de toute façon, on l'a dit, on l'avait répété, on le réclamait au moment de la bye. Le fameux panneau, concentrez-vous, pas de turnover qui avait fait notre gloire quand on avait été au Super Bowl. Donc déjà, l'absence de turnover est importante. Ensuite, moi, je trouve que pour compléter ce que disait François, même aller encore un peu plus loin, parce qu'il a tout très bien dit, donc je ne vais pas répéter ce qui a été très bien dit, je le retrouve explosif. C'est pour ça que quand je vous lisais, je vous entendais, que parfois vous me disiez tu es trop optimiste. Une fois de plus, on ne peut pas, pendant tout un podcast de pré-saison ou début de saison, dire ah là là, ils sont nuls. Je ne reviens pas sur virer Sirianni, tout ça, ça fait partie du fun, hein, ce que vous voulez, tout ça, mais je commence à avoir un peu l'habitude, parce que c'est quand même mon métier au quotidien, de plus m'enflammer ou de pas brûler pour brûler. Et je trouve que leur réaction était extraordinaire, dans le sens pour certains, elle paraît inattendue. Moi, je me rappelle de toi, Victor, disant attendons, la défense, notre jeu ne va pas tout changer en 3 matchs. Bon, ben voilà, on en a 8 et on voit ce qui se passe. Est-ce qu'il va faire confiance aux rookies? Ils font confiance. Est-ce que Hurts est cramé? Non, il ne va pas devenir Carson Wentz parce que d'un coup, il a retrouvé de l'explosivité. Est-ce que la pré-saison, le travail physique de pré-saison a été très chargé? Sûrement. Sûrement. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de fait, le temps de s'adapter à Kellen Moore? Sûrement. Est-ce que ça a été corrigé? Oui. Est-ce qu'il redevient une menace si jamais tu lui laisses un peu d'espace et que maintenant on ne peut plus le laisser courir? Donc ça va libérer des mecs? Oui. Donc je trouve que tout ça est un formidable mouvement. Et je maintiens, ça reste un super quarterback qui vaut complètement son contrat. Il nous a emmenés au Super Bowl où il avait fait un Super Bowl extraordinaire. Il est à ce niveau-là. Moi je maintiens, bébé, c'est un joueur de ce calibre-là. Et il nous le prouve. Alors voilà, la passe dont tu parlais, François, elle est extraordinaire. Mais il l'a fait. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est la connexion avec Smith. Et les mots de Smith, et les mots de Hurts, en disant je résume, on se trouve les yeux fermés, je la lance, je le sens. Voilà, je le sens. Bon, ben moi, quand on en est là, je kiffe, quoi. Ouais, d'ailleurs, à un moment, il faudra quand même parler de la capacité de Devonta Smith à faire des réceptions d'un autre monde. Parce que la réception qu'il fait là, il n'y a pas 5 receveurs qui peuvent la faire en NFL. Et par exemple, mais ce n'est pas de sa faute, c'est parce qu'il a un profil physique différent, mais même A.J. Brown ne peut pas la faire, celle-là. Je veux dire, sa réception de touchdown, elle est juste hallucinante. Bah, A.J. Brown aurait cassé la gueule au cornerback, oui. Donc c'est un autre genre. C'est ça. Au niveau de l'attaque, bon, Saquon Barkley, je ne sais pas s'il faut encore en parler parce qu'on va dire la même chose. Il faut dire qu'il nous a fait une image qui mériterait d'être sur un t-shirt, d'être sur un sweat, d'être sur un teddy qu'il faudra acheter. Nouvelle. Et qu'il a fait photo de profil et qu'il a fait un des top 5 actions NFL que j'ai vu. Voilà, je vous le dis. Nouvelle bannière du compte Eagles FR. Allez, non, mais 925 yards, 6 touchdowns, ce saut tout mouton à la renverse qui était incroyable. Et ce fumble, je vais quand même y revenir 2 minutes parce que je trouve ça extraordinaire. Il est touché par un défenseur, il tombe. Le ballon s'échappe après qu'il soit tombé. Et c'est considéré comme fumble. Les arbitres ont dit, il est touché par le défenseur, mais comme dans sa chute, il touche un coéquipier, c'est considéré comme un trébuché et pas un down by contact. Donc, quand la balle sort, c'est un fumble. Si vraiment tous les joueurs ne sont pas down by contact parce qu'ils ont touché un coéquipier avant de tomber, on n'est pas sorti du sable. Hein. Moi, je vous le dis, parce que ça va être un bordel monstre. C'est une honte. Mais moi, franchement, et sans supportarisme gratos, c'est une honte. Et parce qu'en plus, on voit à quel point ça peut changer le cours d'un match.
Non, mais c'est La, ridicule. la capacité des arbitres à ne pas reconnaître une erreur est quand même hallucinante. Surtout que là, au final, après le match, ça n'a pas eu d'impact sur le résultat. Donc tu peux dire, oui, on avait déconné, oui, on avait cru ça, après further review, on aurait peut-être dû arbitrer comme ça. Non, les mecs, ils arrivent à te trouver un truc qui n'a aucun sens. Non, mais ça n'a Vous avez aucun raison. sens. Par contre, je suis désolé, hein, mais rien n'empêchait les autres joueurs de tacler Travon Walker. Hein, parce qu'il Par contre, oui. récupère le ballon, mais il doit tomber par terre tout de suite. Hein, mais bon, bref. Mais alors, attends, la règle, ils disent, comme il a été touché, mais que derrière, il touche un autre gars, en gros, comme le dernier contact, c'est un de ses coéquipiers, c'est ça qui le fait trébucher, c'est pas qu'il a été touché. Sauf que moi, Exactement. depuis que je regarde la NFL, depuis 38 ans, Non, mais bien sûr. dès que mais tu es tous. touché par un adversaire, le jeu s'arrête, en fait, c'est C'est le down concept. by contact. Je veux dire que Voilà, tu touches un point. coéquipier ou pas. Bon, bref. C'est ce que dit Victor, c'est si ça devient la nouvelle jurisprudence sur ces trucs-là, enfin, tu fous le bordel comme pas possible. Ah, mais là, ça va être impossible à arbitrer. Impossible à arbitrer. Donc, voilà. Déjà Enfin, qu'ils bref. sont nuls. Je veux juste rajouter un truc sur Barclay quand même, parce qu'on parle de ses stats totales, c'est 925 yards. Il est à 5,9 yards par pouce en moyenne. Et il doit être à 19 courses depuis 10 yards depuis le début de la saison. Et surtout, il a une capacité d'accélération quand il a passé la ligne. Je veux dire, par moment, 2-3 fois, heureusement qu'il y a eu des cuillères, hein, parce que sinon, il en marquait un ou deux de plus. Il Non, a mais là- cette capacité à accélérer alors qu'il a déjà démarré, de trouver une deuxième accélération en plus d'une vista fabuleuse. Le seul truc, et je vais faire mon Loïc, c'est que de temps en temps, je ne parle pas du fumble, je parle qu'il ne va pas chercher la première par moment, ou quand il glisse également pour ne pas aller chercher le first down, il est casse-couille à ne pas aller chercher les first down et à se contenter voilà, de 1 yard ou 2 yards, et quand le touche-push est un peu moins réglé, de nous mettre dans la mouise. Voilà, c'est le bémol, tout petit Oui, bémol. ouais, ça fait une accumulation de petites erreurs sur ce sujet-là. Parce que Falcon, c'est lui aussi, hein, sur les mains, tout ça. Falcon, Voilà. c'est lui, et là, ça aurait pu être lui à nouveau. Je suis d'accord, mais par contre, il marque quand même un touchdown en 3-17 sur, juste avant la mi-temps, alors que littéralement, on faisait un run en mode bon, bah, on va prendre les 3 points. Hein. Mais bon, bref. Non, mais mais il faut quand même qu'on soit le. Allez, on n'a pas besoin d'être honnête, on s'en fout. Mais il faut aussi dire qu'il a beau être génial, bah, il y a quand même ces petites failles qui permettraient d'être encore meilleur. Voilà, c'est tout, c'est la seule chose. Mais bon, vous savez, je suis dans un podcast où les mecs m'expliquaient que les RB, ça servait à rien, qu'il fasse assez avec cette ligne-là n'importe quel tocard, que mettre autant d'argent ou des contrats ou drafter des mecs, c'était. Et maintenant, ça se paluche. Bonjour, Victor. Ah non, mais je vois que l'ego des journalistes est toujours très haut. Oui, tu es beau, tu es grand, tu es fort et tu es Non, mais parce que omniscient. tu es notre Mister Stat, et je sais que je te respecte. Mais bon, laisse-moi t'en mettre une de temps en temps dans la tronche, quand même. Et dernière. Je peux quand même, sur ce Vas-y. argument-là, donner un peu de stats. Comme c'est quand même mon dada. Barclay, chez les Giants, il était en moyenne à 0,7 yards avant le premier contact. Aujourd'hui, il est à 2,8. Donc, juste rien que la ligne offensive lui fait gagner plus de 2 yards. Et c'est ce que tu disais, Greg, c'est que grâce à la ligne qu'on a, en gros, il est capable de placer des accélérations. Déjà, on le considérait bon chez les Giants. Mais grâce à notre ligne, il est capable de placer des accélérations qu'il était incapable de placer. Et d'où ces stats qui sont bien meilleures que chez les Giants, mais aussi parce que il est capable de mettre 10-15 yards de plus. Donc, Merci de rappeler. La ligne fait énormément et on voit qu'un running back qu'on paye au final pas si cher pour ce qu'il apporte. Non, mais Swift avait déjà été pas mal, hein. Parce que tu parlais de Miles Sanders. Swift Non, mais ça mal, permet surtout de rappeler que les Giants sont des gros tocards. Je savais, j'aurais pu lui écrire sa ligne. Je me demandais à quel moment ça allait tomber, c'est maintenant. Voilà. Mais, attends, il a marqué un touchdown de Daniel Jones devant son public. Ah, bah, je suis très content pour lui. Voilà. Il a quand même fini à mi-temps avec 0 yard, je crois. Oula, on a eu un petit bug audio. On verra si ça a été au record, mais c'est pas grave. Dernière petite question avant de passer à la défense. François, est-ce que Calcaterra nous montre que Goddard, c'est fini? Non pas que je suis pas en train de dire qu'Alcatera est un top tight end, etc. Hein, mais c'est qu'un mec limité comme Calcaterra donne autant que Goddard. Voilà. Alors, là où je vais garder un peu d'humilité, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'un tight end a 2 rôles. Il a un rôle dans le blocage, dans le soutien à la ligne.
Et honnêtement, j'ai pas assez de recul pour voir la perte de Calcaterra par rapport à Godert. Ouais, enfin, Goddard, t'es pas un grand bloqueur, à part sur le touche-push. Mais ouais, je te dirais qu'on voit qu'on est moins performant sur les touches-push. Mais est-ce que ça suffit à justifier la différence de salaire entre un Godert et un Calcaterra? La réponse est non. Moi, je suis assez surpris par les mains de Calcaterra quand même. Voilà. Et par les capacités à prendre du yards après la réception. Ça a toujours été, même en université, ça a toujours été ce qu'il faisait de mieux. Le problème, en effet, c'était qu'on disait qu'il était incapable de bloquer, mais. Oui. Mais alors après, la question que je pose, c'est est-ce qu'avec notre équipe, et à un moment, on va déjà payer très cher nos receveurs, notre RB, notre QB, très bien. Est-ce qu'on a besoin de mettre autant d'argent finalement dans un tight end vu le reste de notre attaque et donc nous permettre de réussir 2-3 coups à d'autres endroits? Tu vois, il y a peut-être un moment en se posant la question, est-ce que ça vaut le coup de payer aussi cher un tight end? Tu vois, Victor? Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense pas que c'est un poste qui nécessite un investissement plus que de raison. Et je pense que là, tout ce qu'on voit nous montre qu'en effet, il y a pas besoin, à mon avis, de sauveur commit, pour utiliser un anglicisme dégueulasse. Il y a pas besoin de sauveur commit sur ce poste-là. Je suis un peu déçu pour le petit Wilson qui marque pas son touchdown. Et vraiment, moi je l'ai suivi sur le Game Pass. Les commentateurs, c'était si c'est un receveur expérimenté, il lui donne. Comme c'est un rookie, ils je suis pas d'accord, il y a quand même une grosse poussée. Je te dis ce qui a été dit par la télé américaine. Je suis un peu déçu pour lui. Voilà. Ouais, je trouve qu'il y a une grosse poussée quand même sur le coup. Au niveau de la défense, messieurs, dames, la défense, elle a pris 3 points contre les Giants, elle a pris 9 points contre les Browns, elle a pris 17 points contre les Bengals et elle prend 16 points face aux Jaguars. Alors oui, en face, vous savez, bizarrement, les Giants, ils ont mis des points aux Seahawks, ils ont mis des points aux Commanders, etc. Enfin, je veux bien qu'on dise l'adversaire, mais là, aujourd'hui, on est quand même sur une performance extraordinaire. Grégory, cette fois-ci, je vais commencer par toi. La défense, aujourd'hui, non seulement performe, et peut-être ce qui est le plus incroyable dans le système Fangio, c'est que 2 de nos 5 meilleurs receveurs toutes les semaines, c'est nos 2 linebackers, Zach Bone et Nakobe Dean. Et ça, quand même, on ne l'avait pas vu venir. Alors franchement, alors tu dois être heureux quand on connaît ta passion pour les linebackers. Finalement, c'est la surprise du chef. Et en fait, ça va dans le sens qu'on espérait. C'est-à-dire que Fangio soit capable de sublimer par son système et sa gestion des hommes et son choix des hommes de tels joueurs. Moi, Bond, je le trouve incroyable. En plus, il a une bonne bouille. Nakobe Dean, c'est la révélation. Enfin, la révélation. Il ne vient pas de nulle part, mais en tout cas, la sublimation. Et les gamins sont fous. Cooper DeJean, je le trouve incroyable, d'une agressivité totale. Mitchell est toujours aussi bon. Je trouve qu'il y a une discipline assez incroyable. J'ai pas peur lors de 3e tentative ou de longue. La seule fois où j'ai peur, c'est quand il y a Maddox. Bon, voilà. Vous l'avez, la 4e et 13, je crois. La seule sortie de Maddox. Voilà. Une fois qu'on aura plus Maddox, compliqué. Et je trouve qu'on est capable d'éteindre tous les styles de receveurs. Je trouve ça fort de mettre un peu de pression. Mais j'aimerais encore un poil plus de blitz. Mais on avait déjà parlé du blitz la semaine dernière. C'est du faux blitz. Vous aviez été très bon techniquement. Ouais, franchement, ça permet quand même d'être serein. Hein. Te dire que si tu fais un 3 et un out, ou même si tu sors en n'ayant pas marqué de points, tu peux le récupérer assez vite, quoi. Et on notera ce jeu de mots volontaire ou involontaire de Zach Bone à une bonne tête. Et ça, c'est important. Bien sûr. Une bonne bouille. François, pour pas non plus répéter même chose, mais Grégory commençait à parler des jeunes. Cooper DeJean est rayonnant depuis qu'il est titulaire. Quinion Mitchell est excellent. Nakobe Dean, c'est sa 3e saison, mais il continue à se développer. Jalen Carter n'a jamais été aussi bon. On a quand même les fondations d'une défense pour même Blankenship, n'est pas vieux. On a vraiment les fondations pour le futur. Enfin, on a rarement eu autant de jeunes défenseurs. Nous, historiquement, ces dernières saisons, on avait surtout des gros tauliers qui avaient 33 ans, des Graham, des Cox, etc. Là, c'est la première fois qu'on a une jeune garde
qui évolue à ce niveau-là. Ouais, puis une jeune garde sur les 3 rideaux défensifs. On a de la ligne défensive, encore une fois, j'allais être provocant en disant, ça se trouve, on a une des meilleures paires de linebackers de la NFL. Juste, c'est un peu provocant et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on doit quand même avoir une paire de linebackers actuellement comme elle joue, doit être top 5, top 10. Enfin, c'est une ironie sans nom. Et dans la secondary, j'en parle pas parce qu'il y a un mec qui a aussi fait un excellent match, qui joue bien, c'est Isaiah Rodgers, qui fait des bons snaps, qui potentiellement pourrait être celui qui pourrait en fait numériquement remplacer Slay l'année prochaine quand si Slay partira. Donc en fait, on a potentiellement toute notre secondary pour les 5 années à venir. On a les fondations sur la ligne défensive et si on signe Bone, on a une paire excellente de linebackers. Franchement, il y a ne serait-ce que 6 mois, il n'y a pas l'un de nous qui aurait dit ça. Et ce qui est cool, c'est qu'on sait que Vic Fangio, à la différence de beaucoup de risques de coordinateurs, Vic Fangio, il est là pour rester. Donc, aussi longtemps que ça marchera, Vic Fangio, il est là pour finir sa carrière à Philadelphie, près de sa famille, et être coordinateur défensif. Et ça n'a pas de prix. C'est vrai. Parce que quand tu as un coach à mentalité offensive, tu sais que ton coordinateur défensif, il peut se barrer. Et là, c'est pas le cas. Ça vaut beaucoup. Et ça me rend optimiste. Alors, moi, je vais attendre de voir ce que cette défense est capable de faire face à des grosses attaques. Donc, ça va pas être les Cowboys sans Prescott et sans Thibodeau, mais il y a les Commanders et les Ravens qui se prennent derrière. Ça va être des bons tests, mais déjà, la défense, elle sait faire un truc qui est important, c'est qu'elle sait mettre la misère à des attaques qui ne savent pas être hyper performantes. Mais attends, mais Boone, pardon, moi il était peu passé sous mes radars. Donc j'imagine qu'il y a peut-être des fans également qui ne l'avaient pas vu venir. C'est quoi l'histoire de Boone, Victor, là? L'histoire de Boone, c'est ces joueurs très polyvalents dont on ne savait pas trop si c'était un linebacker, si c'était un edge rusher. Et donc, en fait, le vrai problème, ça reste quand même un 3e tour, hein, c'était pas genre un 7e tour. Mais le problème, c'est que ça faisait partie de ces joueurs, on disait, il y a du talent, il y a des capacités, mais comment est-ce qu'il faut l'utiliser? Un peu à l'image d'un Son Reddick, qui n'a pas été performant en début de carrière parce qu'on ne savait pas vraiment comment l'utiliser. Je pense que là, c'est vraiment à mettre au crédit de Fangio, qui lui a trouvé exactement comment il voulait utiliser Boone, comment Boone serait bon, et clairement, le terrain lui donne raison. Il va nous coûter cher ou pas, du coup, alors? Bah, c'est un linebacker, hein, ça ne coûtera jamais des milliers et des cents, honnêtement. Moi, je ne suis pas très inquiet là-dessus. Surtout qu'on peut espérer qu'il ait envie de rester dans le schéma défensif qu'il fait éclore. Mais oui, lui, de toute façon, il a plutôt intérêt à attendre la fin de la saison maintenant pour choper son contrat. Mais voilà, mais j'ai tendance à penser qu'il va avoir envie de rester. Ouais, Josh Sweat, qui fait ses 2 sacs également. Enfin, Sweat, de toute façon, on n'en parle jamais semaine après semaine. Il fait sa saison, comme d'habitude. Et cette grosse pipe de Jake Elliott, parce que je ne l'ai pas dit, on n'aurait jamais été sous la menace des Jaguars si cette grosse pipe de Jake Elliott n'avait pas loupé un field goal, vraiment. Mais je trouve, en vrai, sans ironie, je trouve que c'est devenu horrible d'être kicker parce qu'ils sont devenus tous tellement bons que même à 60 yards, on s'attend à ce qu'ils les mettent tous tout le temps, quoi. C'est devenu ridicule. Le poteau. Non, mais tu as raison, c'est une évolution. Vraiment c'est vraiment une des plus grosses évolutions de ce sport, le kicker, où avant, au-delà de 45 yards, tu n'étais pas sûr déjà que ça parte droit. Puis ça a été 50. Et la ligne des 60, quand il l'avait mis, nous, c'était contre qui d'ailleurs? Contre les Giants. Ouais, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ans, c'était marginal. Aujourd'hui, les 60 yards, c'est plus marginal. Tu as 20 kickers qui peuvent le faire en NFL. Voilà. Et en plus, tu as des kickers où les mecs se sont dit, mais attends, il y a que des tocards. Et le nombre d'histoires où on a des anciens footeux ou ce que tu veux qui s'y sont mis en disant, mais attends, il y a peut-être un spot là avec notre jambe et notre adresse. Et ben, c'est devenu un truc d'élite. Ah non, mais c'est absolument hallucinant. Enfin, soit ils sont pas soumis au contrôle antidopage et ils ont trouvé un nouveau truc, soit, mais vraiment, l'évolution des kickers depuis 4-5 ans, là, c'est juste hallucinant.
hallucinant. Mais c'est juste qu'ils ont professionnalisé totalement ce Non, je poste. suis d'accord. Et que c'était sans doute un des postes les moins pros de ce sport qui est peut-être parmi les plus pros. Donc, du coup, maintenant, ils se sont dit, ça rapporte trop de points. Combien de fois on a vu des Super Bowls, des finales de conf ou des matchs décisifs perdus sur des kicks pas si lointains, parce que les mecs tremblotaient, terminé. Puis, il n'y a jamais eu de pitié, il y en aura encore moins. Et voilà. Et moi, je trouve qu'en plus, ce qui est dur pour le nôtre, Jack Elliott ou même pour d'autres, c'est que les mecs, ils tapent quasiment jamais, puisque comme on tente tout en quatrième, il n'a même pas le temps de se chauffer, en fait. Ouais, ça d'ailleurs, à 16-0, la tentative à 2 points, etc., j'ai pas compris. J'ai vu les analytiques qui disaient il y a 0,2% de chance de plus d'être à 18 que 17, machin. Bon, je n'ai pas trop compris. A priori, sans que ça soit très grave, hein, mais j'ai Moi, pas... je les aurais toutes tentées quasiment. Je trouve que dans ton ADN de jeu, quand tu prends des risques, quand tu as un touche-push où tu as plus de 90% de réussite, on ne peut pas en vouloir aux gars de les tenter. Moi, ça, Ouais, mais juste d'ailleurs, que tu les as pas passés. La preuve, il y a une pénalité. On tente touche-push parce qu'on est à 1 yard et demi et on la passe pas. Non, mais voilà. Mais après ça passe pas. Tu remets en question ta façon de l'avoir fait là. Tu revois avec les joueurs, tout ce que tu veux. Mais en soi, le fait de les jouer, il y en a une que j'ai moins aimée, je ne sais plus laquelle c'est, ça m'a échappé. Bon, bref, moi, je les aurais quasiment toutes jouées. 95%, je les aurais jouées. C'est ce qu'il a, il l'a dit, hein, il est agressif, il ne va pas changer, tu vois. Mais d'ailleurs, sur la 4e tentative, la 4e et inches, où on tente une passe, là, je n'ai pas compris. Enfin, je veux dire, il y a un moment, pourquoi réinventer la roue, quoi. Enfin, il y a un moment, parce qu'on en avait raté deux. On en a raté oui, deux. d'accord, mais bon, c'est sûr que sans Cassie, c'est moins efficace, sans Goddard aussi. Mais bon, là, je trouvais que c'était vraiment ridicule. Enfin, c'est le problème de Nick Sirianni qui, pour moi, fait un mauvais match sur plein de points. Et je pense quand même qu'il n'est actuellement pas un atout pour notre équipe. Alors, je sais qu'on va me dire que je suis un hater, machin. Je reste un peu sceptique, moi, sur les performances de Nick Sirianni. Enfin bon. François, toi, de ton côté, les performances de Sirianni? Alors, moi, ce que je trouve intéressant sur Nick Sirianni, hein, que j'ai été le premier à vouloir brûler, Greg l'a gentiment rappelé. Moi, je donne deux choses à son crédit. La première, c'est qu'en fin de semaine 4 et en arrivant en bas, il était quand même, je veux dire, l'équipe était quand même au fond du trou et on avait Victor, on était sur la même ligne qui était faut le virer parce qu'il n'y a pas moyen de. Enfin, ça suffira pas, quoi qu'on fera, ça suffira pas à redresser. Et Grégory était en mode donneur de leçons. Et donc, bon à Grégory. Et là-dessus, sur cette séquence, il a Non, pas donneur de leçons. Si, donneur de leçons. Non, je compensais votre rage. Je l'ai fait au début du podcast. Je compensais votre rage. Voilà, c'est tout. Vous êtes des petits fans sympathiques. Donc, oui, voilà. bien sûr. Je lui reconnais un truc auquel je ne croyais plus parce que je suis encore très marqué par la saison dernière et je lui ai marqué un truc, c'est qu'il a encore été capable d'embarquer l'équipe et les commentaires des joueurs, les uns et les autres, plusieurs ont dit on a apprécié Nick Sirianni, on apprécie l'énergie, on apprécie les discussions qu'on a eues pendant la baille. Et ça, c'est quand même super important, particulièrement comme poste. Après, moi, je fais un passage parce que aussi sur le compte Eagles FR, mais aussi dans les discussions qu'on a pu avoir, il y a eu beaucoup de discussions autour de ses choix, et notamment ses choix de 4e tentative. Et moi, j'ai une position très claire là-dessus, c'est que là, ces dernières semaines, il a eu raison à 90 ou 95% quand il a tenté, que ça ait marché ou pas. Et Victor, c'est toi qui avais fait le rappel, mais en 2016 et 2017, on a un nouvel head coach qui était un peu tête brûlée, qui s'appelait Doug Pederson, qui tente des 4e à tout va. Et si vous vous rappelez, en 2016, je sais, ça commence à faire vieux, mais on perd un match face aux Giants parce qu'il y a 2 4e tentatives qu'on passe pas. Et Doug Pederson se prend un énorme bâche de la part de tout le monde en disant mais quelle connerie, s'il avait pris les points, c'était bon. Et il dit non mais je vais continuer à les tenter mes 4e. C'est mon style de jeu, c'est le style de notre équipe, c'est mon identité. Et moi, ce que je rajoute, c'est qu'il avait des gens derrière qui disaient en stats, en fait, c'est ce que tu dois faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2017, on a joué un match assez gros qui s'appelle le Super Bowl. Pendant ce match, il paraît, ouais. On tente 2 4e, notamment. Notamment à Philippe Spessol. Notamment à Philippe Spessol, donc non seulement une 4e avec un play call le plus couillu de l'histoire de la NFL. Deuxième, 4e et 2, la passe à Goddard qui est au moins aussi importante que le Philippe Spessol pour notre histoire.
et c'est ça qui nous fait gagner. Et cette agressivité qui en plus fait que tu as plus de chances de passer le jeu que de ne pas le passer, surtout quand tu as des 4e et 1 avec la ligne offensive qu'on a et les push-push, et ben à des moments, oui, tu les tentes. Et donc statistiquement, c'est pas des jeux à 100%. Donc statistiquement, tu vas te taper des matchs où tu vas pas les avoir. Une conversion à 2 points des 1 yard, tu dois la tenter à tous les coups. Il n'y a pas un truc qui fait que tu Mais dois pas il va la continuer, il va la tenter à chaque fois. Et C'est juste que enfin, là, s'il n'y a pas un fumble imaginaire, on n'en parle même pas. Je le brûle s'il arrête cette agressivité. Là où il y a une décision, je vais dire 2 décisions où on peut en discuter, c'est le play call, et donc je ne sais pas si c'est lui ou si c'est Kellen Moore, c'est toujours la même chose, sur la 4e et inches, là où on tente une passe, alors que, désolé, mais même si nos touche-push avaient du mal à avancer, ils faisaient quand même 1 yard. Oui, je pense que honnêtement, il n'y avait pas de raison de ne pas tenter tout. Moi, depuis le début de la saison, je dis, au final, de quoi est responsable Sirianni? L'état d'esprit, la préparation des matchs et ces situations de play call. L'état d'esprit, il s'est complètement amélioré. Le play call de début de match, il s'est complètement amélioré. On n'est pas parfait, mais Attends, on vient de mettre nos premiers points en premier quart-temps, et ça, c'est grâce à un fumble des Jaguars. Hein. Oui, mais sur le match contre les Bengals, c'est leur premier drive, mais beaucoup de temps. On met 3 points en première mi-temps sur notre premier drive. Et au retour du vestiaire, à la fin de la première mi-temps, on met 7 points. 10 points sur 14 possibles. Moi, je pense qu'il faut encore travailler début de match, mais bon. Je suis d'accord, mais il y a de l'amélioration. Oui, il faut les travailler, mais François a raison, c'est mieux. C'est un fait. Mieux. Oui. Et le dernier point, moi, par contre, je considère que là où il a une influence claire sur le match, il fait le taf. Est-ce que tout est bon? Est-ce que ça enlève les séquences qu'il y a eu en début de saison? Pas totalement, mais je regarde la tendance et je ne retire pas. Hein, vous vous souvenez de ce que je disais. Et voilà, j'étais persuadé qu'on était dans une impasse avec lui. Là, cette séquence de 4 matchs me fait dire mea culpa. Je reviens sur ce que j'ai dit. Je suis intéressé par la séquence qu'il y aura contre des grosses affiches. Mais là, on a réussi à faire un truc qui était important et il faut lui donner crédit parce qu'on l'a dégommé quand il y avait des raisons de le dégommer. Ouais, moi, je suis qu'à moitié convaincu. Mais ça, on y reviendra et tant mieux s'il me donne tort. Messieurs, on est un peu en retard sur le programme, donc on va passer à la preview tout de suite. Les Cowboys. Non, mais voilà, on va faire preview prono. Hein, pardon à nos auditeurs, mais on avait 2 matchs à débriefer, donc c'était un peu compliqué. On va faire preview prono. Bon, là, je suis désolé, mais les Cowboys sont à 3 victoires pour 5 défaites. Les Cowboys viennent d'enchaîner, si je ne dis pas de bêtises, blessure de Dak Prescott et blessure de CeeDee Lamb. Dak Prescott ne sera pas là. C'est Cooper Rush qui sera là, des bons souvenirs, parce qu'on l'avait déjà battu à une autre époque. CeeDee Lamb, il est week to week, mais il y a d'optimisme qui joue dimanche. Oui, j'ai jamais entendu ça. Tu es week to week, mais tu vas jouer dimanche, ok, si tu veux. Je ne sais même pas dans quel état il pourrait jouer. Là, on est passé d'un match, je ne sais pas comment traduire, likely to win, donc on est passé d'un match où c'était mieux de gagner à un match où là, c'est victoire obligatoire. Grégory. Moi, je pense qu'on va les défoncer. J'espère qu'on va les défoncer. Je jouis à l'avance qu'on va les défoncer. C'est toujours c'est couillon, hein, mais c'est l'autre match que je regarde en priorité, avec toujours l'espoir qu'ils se fassent défoncer. Et là, je ne vois pas pourquoi ils pourraient nous battre. Je ne vois pas de raison objective, sportive. Alors vous allez me dire, rivalry game, il n'y a pas besoin, les Giants sont souvent nuls, ils nous ont battus une fois de temps en temps. Mais là, les Cowboys à Dallas, en général, on se fait péter le cul. Hein. Oui, mais parce que Prescott, c'est des matchs qui l'excitent à domicile. C'est à peu près le match qui lui fait gonfler ses stats pour qu'on croit qu'il puisse être MVP. Mais sans Prescott, Lamb douteux, Micah Parsons, vous avez dit quoi? Alors, Micah Parsons, apparemment, il va jouer. Mais bon, dans quel état il va revenir après son absence? Et puis je trouve surtout que, ils sont mal coachés, parce que vous parlez de Sirianni. Là, eux, je trouve vraiment que la Curtis, c'est une cata.
Et la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas la défense pour nous bloquer, quoi. Bah, ils ont une défense qui est faible contre le sol. Voilà. Donc, comme ils sont nuls pour stopper le run, il y a vraiment zéro raison qu'on leur ouvre pas les fesses au sol, quoi. Voilà. Mais je pense que ça va être un match. Je peux pas dire plus. Ça va être un match où on va juste avoir à dérouler le jeu de course. Ouais. En plus, on va prendre le chrono, tu vois, François, dans ces cas-là. Donc, ce que j'allais dire, c'est que je pense que de toute façon, ils vont pas être capables, eux, d'établir des drives longs. Et donc, on a tout intérêt à contrôler l'horloge. C'est ce que tu dis. Moi, j'aime bien certaines fois avoir les bons Eagles Cowboys avec tous les starters des deux côtés. Là, avec une course à la division où Washington n'a pas l'air de vouloir lâcher l'accélérateur, moi, ça me va bien de prendre la win là où elle est. Et en effet, c'est un match de division. Il y aura toujours des trucs particuliers parce que c'est ces matchs-là. Mais là, force contre faiblesse, on a tout ce qu'il faut pour les démonter. Et c'est toujours un plaisir de démonter les Cowboys. Ce serait un sacré traumatisme si on ne les bat pas avec Cooper Rush en face. Oui, d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'en fait, Cooper Rush, il est à 5-1 en carrière en tant que starter des Cowboys. Et sa seule défaite, c'est contre nous. Voilà. Mais il va être à 5-2. Et ces 2 défaites sera contre nous. Oui, mais je trouvais ça assez rigolo c'est drôle. Le coup de se dire tu t'attends pas à ce que Cooper Rush soit particulièrement à 5-1. Mais bon, écoutez. La bonne nouvelle dans ces matchs-là, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'on décélère et qu'on perde la confiance. Parce que le Cowboy, ça suffit à te mettre le Graal, le feu, quoi. Normalement, oui, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord. Très bien pour ça. Le prono, du coup, Greg? Alors, Eagles, 34. Cowboys, 7. 34-7. François? Tu fais chier. Je sais Pourquoi? pas si vous avez remarqué, je commence à avoir un classique de 34-10. Mais du coup, je vais dire 37-10. 37-10. Moi, vous me connaissez, hein, je suis la prudence incarnée. Donc, ça sera pas plus qu'un 28-13. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein, quand même. Oui, ça reste. Et alors, peut-on dire, parce qu'il a partagé sur notre chat, peut-on partager le prono de Loïc? Loïc a annoncé, oui, mesdames, oui, messieurs, une victoire des Eagles par le score de 43-17, messieurs. Oh, il a pris mon 43-17, je viens de le voir. Ah, c'est beau. C'est beau. S'il le fait ce week-end-là, alors que je le prends pas, c'est comme les mecs qui jouent au loto avec les bons chiffres, les mauvais chiffres, et ça sort le jour où ils jouent pas. Et est-ce qu'on peut rappeler que j'ai pris le point pour les Bengals? Ouais, tu as pris le point avec le 43-17. Là, je dois avouer que c'est une deuxième fois d'affilée. Quelqu'un prend le point sur le 43-17 et pas Greg. Ça va commencer à faire beaucoup pour notre Grégory national et international. Mais en même temps, influencer sur le 43-17 est une plus grande fierté, Victor. Il faut le voir comme ça. C'est vrai. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous. Et évidemment, on se retrouve très rapidement pour débriefer. Enfin, très rapidement. Sauf si votre serviteur, qui est moi-même, ne boycotte pas le podcast comme la semaine dernière. Mais normalement, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de cette nouvelle victoire sur Cowboys. Et surtout, on se concentrera peut-être cette fois-ci sur la preview parce que ça sera Washington en face. Merci à tous. Ciao. Go Birds.